Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'avenir de la supériorité aérienne, c'est-à-dire de rien de moins que l'élément sur lequel le bloc occidental fonde sa puissance militaire depuis plus d'un demi-siècle, j'ai le plaisir de recevoir un habitué du podcast, Jean-Christophe Noël, ancien pilote de chasse et officier de l'armée de l'air, chercheur associé au Centre des études de sécurité de l'IFRI et directeur de la rédaction de l'excellente revue Vortex sur les questions aériennes, qui est toujours une mine d'or en accès libre sur Internet pour ceux qui s'intéressent aux questions aériennes, dont vous êtes venu parler plusieurs fois à ce micro, donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre et bonjour aux auditeurs. Alors c'est une émission qui tourne autour d'une étude de l'IFRI qui a été très remarquée et même assez polémique, même si je ne suis pas sûr que ce soit forcément pour les bonnes raisons, à laquelle vous avez participé avec le lieutenant-colonel Adrien Gormans, intitulée « L'avenir de la supériorité aérienne, maîtriser le ciel en haute intensité », qui est évidemment librement disponible sur le site de l'IFRI, et qui est un questionnement sur la capacité occidentale au sens large, disons, et en particulier française, à maintenir donc cet élément absolument central de la défense et de la sécurité française et occidentale, au moins depuis la première guerre du Golfe, qui est donc la maîtrise des airs. Donc première question, extrêmement bête, Jean-Christophe Noël, mais il faut commencer par là. Pourquoi est-ce que c'est si important, la supériorité aérienne, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en passer ? Alors peut-être pour commencer, je dois d'abord rendre à César ce qui appartient à César. C'était en fait, on va dire, l'essentiel de ce rapport a été écrit par Adrien Gormans, dit Gollum. Adrien... C'est un ancien pilote de chasse, donc oui. vous avez tous des noms un peu particuliers. Oui, alors lui, il y a une bonne raison. Il parle de l'elfe. Alors, ouais. Je ne sais pas avec qui, mais en tout cas, j'ai pu tester ses connaissances sur Tolkien. Il a écrit pour Vortex un article passionnant sur la guerre aérienne vue par Tolkien. En fait, il y a 2 articles dans le monde. Il y en a un qui est écrit par Kenneth Penn, qui est un Britannique. Le deuxième est donc par Adrien. Ils ne sont pas tout à fait d'accord. C'est un article qui a été remarqué, parce que dans le même numéro, j'ai interviewé Warden, et Warden avait dit « Waouh, il est super cet article ». Donc Warden, on va revenir, c'est un des plus grands, plus importants théoriciens stratégiste des 50 dernières années de la puissance aérienne, donc qui remarque un article sur le Seigneur des Anneaux. C'est intéressant, ça marque la focalisation sur cet objet. J'aurais pu inviter Adrien Gormans pour parler du Seigneur des Anneaux. Peut-être une fois, je pense qu'il sera ravi en plus. Ouais. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'est énormément impliqué dans cette étude, qui a fait des interviews, mais qui allait voir beaucoup de gens. Ça a duré pendant une année. Et donc, c'est un petit peu le compte-rendu de tous ces travaux qui sont faits dans cette étude, et pour lequel il y a énormément, effectivement, d'informations. Alors, comme vous le dites, une étude qui a eu un succès certain, ou un certain succès, mais qui porte sur la supériorité aérienne. C'est ça qui est essentiel. C'est là où j'étais un petit peu frustré, c'est-à-dire que finalement cet aspect de supériorité aérienne a un peu été éludé dans toutes ces discussions, alors qu'il est fondamental. Je vais dire rapidement, on en reparlera parce que on va suivre un peu la logique du rapport, et c'est dans la fin du rapport. Il y a eu des polémiques sur la question des mérites comparés du Rafale par rapport au F-35, la question de la furtivité, etc. Je peux le dire, c'est intéressant, c'est même très intéressant, il n'y a rien d'extrêmement nouveau là-dedans, et surtout c'est une partie extrêmement faible de l'étude quantitativement. C'est une étude qui est remarquable, extrêmement riche et documentée, et qui parle d'un problème beaucoup plus important que le Rafale, qui est la question de comment les armées de l'air occidentales sont capables de se confronter aux menaces qui arrivent en face, qui sont croissantes, et c'est un sujet qui est extrêmement large et qui ne s'arrête pas du tout à la France. Oui, tout à fait. Alors, on pourra revenir effectivement sur ces polémiques, Rafale, F-35, etc., il n'y a aucun souci. Mais effectivement, alors pourquoi il y a cette étude ? Alors, je ne donne toujours pas de définition de la supériorité aérienne, mais je vais y venir. Vous esquivez ma première question. Je ne pensais pas qu'elle était si bête que ça. Mais j'essaie de réfléchir, de trouver des éléments rapidement. Mais bon. Non, en fait, c'est une étude qui fait suite à une étude qui a été créée au début des années 2010 par 3 chercheurs de l'IFRI, qui sont Quentin Bolstein, Étienne de Durand et Elie Tenenbaum, et qui s'appelait La supériorité aérienne en péril. Donc voilà. Et l'idée, c'était de donner un petit peu une suite 15 ans après pour voir où on en était. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même une actualité. Il y a un conflit en Ukraine avec une guerre aérienne qui est assez atypique, en fait, qui n'est pas tout à fait celle dont on avait l'habitude avec les forces aériennes occidentales. Et donc, il y a beaucoup de réflexions sur ce qui se passe dans les airs, et notamment sur la supériorité aérienne, parce qu'on voit que chaque camp, finalement, évolue au-dessus de son territoire, au-dessus de ses propres moyens solaires, et qui ne va pas vraiment franchir la frontière qui les sépare. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, pour certains, et je pense que ce n'est pas forcément la réflexion la plus pertinente, c'est de dire, la supériorité
aérienne, c'est fini, c'est terminé, il va falloir qu'on combatte sans, etc. D'autres qui se disent, déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Ah bah, ça va être compliqué de l'avoir. Ça va demander beaucoup plus d'efforts que précédemment. Et enfin, un dernier tiers qui dit, notamment les aviateurs, qui disent, mais attendez, la supériorité aérienne, c'est un petit peu comme ce que vous disiez au début, c'est fondamental. On ne peut pas combattre sans. Donc c'est un petit peu ce qu'on a souhaité développer dans cette étude et rappeler un petit peu ces fondamentaux, c'est de dire, bah voilà, la supériorité aérienne, c'est peut-être quelque chose qui ne se voit pas, mais en tout cas qui est fondamental quand on pense à l'art de guerre occidental. Alors, cette définition, c'est ce que... On va y arriver. Non, mais la définition, on n'est pas obligé de la faire de manière hyper abstraite et hyper aride, mais le propos, c'est quand même de dire pourquoi on en est à cet état de pensée-là, qui est vraiment celui des aviateurs, mais plus généralement des stratèges occidentaux depuis, je l'ai dit, un demi-siècle au moins, c'est de dire, en fait, c'est ça le pion de base. Oui, alors c'est quelque chose en fait que, quand on regarde historiquement, qui est venu très naturellement et qui n'a pas forcément été conceptualisé dès le début. La première action de supériorité aérienne, alors, ça va peut-être vous étonner, mais c'est en Asie. On est entre août et novembre 1914. Et vous avez les Japonais qui essaient d'investir la forteresse, enfin la garnison allemande Katsingtao à l'époque. Et donc les Japonais décident d'intervenir dans la Première Guerre mondiale du côté des Alliés, mais en fait à leur profit, seulement en Asie. Ils ont des avions et les Allemands ont un avion sur la place. Et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de détruire cet avion et pour essayer d'acquérir cette supériorité aérienne. Alors si vous voulez, pour l'anecdote, en fait, les Allemands vont réagir, ils vont commencer à construire un faux hangar, un faux avion, etc. Les Japonais vont penser qu'ils ont justement détruit cet avion, et cet avion décolle régulièrement, il fait des reconnaissances, il lance des petites bombinettes sur les Japonais, etc. Et finalement, la garnison va se rendre. Le pilote allemand qui est censé rendre l'avion va décoller, va s'en aller, il va vendre son avion à des seigneurs de guerre, il va terminer finalement à La Haye début 1915. Cette histoire, pourquoi, qui est assez anecdotique, mais en fait, c'est que dès le début, naturellement, vous essayez de chasser l'ennemi du ciel, pour avoir le ciel à vous. Et c'est quelque chose, évidemment, qui va se développer pendant la Première Guerre mondiale. On a de nombreux exemples. Alors, Verdun, qui est cette première bataille de supériorité aérienne. Tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, on va essayer de chasser l'ennemi du ciel. Les Allemands vont essayer de chasser les Britanniques pendant la bataille d'Angleterre. Les Alliés, évidemment, chasser les Allemands du ciel en 1943, en 1944, etc., etc. Et à chaque fois qu'il y a une guerre aérienne, en fait, vous essayez évidemment d'affronter votre adversaire et d'avoir la main dessus pour finalement avoir une certaine liberté d'action, parce que tout l'enjeu il est là, en fait. Il y a une étude qui est citée par l'étude, justement, que je connaissais pas, qui indique qu'ils ont fait un truc quantitatif à l'échelle du XXe siècle, enfin 20e, 21e siècle, et ils montrent que, en gros, il y a plus de 80% des victoires militaires, ils prennent toutes les batailles, toutes les guerres où il y a de l'arme aérienne. En gros, dans 4/5 des cas, la puissance qui gagne au niveau tactique, c'est la puissance qui a la supériorité aérienne. C'est à peu près aussi simple que ça. Alors effectivement, on peut... j'étais à la recherche un petit peu d'éléments, on va dire, un petit peu plus scientifiques, parce que vous pouvez dire, voilà, c'est une coutume, on a l'habitude de procéder comme ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Effectivement, vous avez deux Américains, Sanders et Suva, pardon, la Florida State University, qui ont fait cette étude. Et ils ont pris, je crois, 45 conflits avec 99 protagonistes, etc. Et à la fin, ce qu'ils arrivent à démontrer, peut-être qu'on pourra rentrer à l'intérieur de cette étude et trouver d'autres choses, mais c'est comme vous dites, c'est-à-dire dans 4 cas sur 5, la victoire, il y a une corrélation en tout cas entre la victoire finale et la supériorité aérienne. Alors ils expliquent pourquoi en fait, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de liberté d'action, c'est-à-dire à partir du moment où effectivement vous êtes capable d'avoir cette supériorité dans le ciel, cette liberté d'action en fait, elle va ruisseler, on va dire, vers les autres milieux. Elle va ruisseler vers tout ce qui est terrestre. Par exemple, à partir du moment où vous êtes un petit peu en fait au balcon, vous allez pouvoir essayer d'empêcher tout ce qui est concentration de l'adversaire. Vous allez pouvoir gêner sa mobilité, etc. À l'inverse, vous allez pouvoir profiter de ses atouts. C'est la même chose sur la mer, mais c'est vrai aussi dans d'autres milieux. Je veux dire, par exemple, tout ce qui est cyber, vous apercevez que finalement, il y avait deux mondes qui étaient un peu séparés. Il y avait, on va dire, la guerre dans le cyber et la guerre dans les milieux physiques. Et à un moment, certains stratèges ont décidé de dire peut-être qu'on peut faire un pont entre les deux. Et c'est finalement la puissance aérienne qui l'a permis. C'est la puissance aérienne qui l'a permis. C'est la puissance aérienne qui l'a permis parce que justement, vous êtes capable de frapper à certains endroits où cette puissance cyber prend son origine. Vous avez le premier exemple, c'était une personne de Daesh qui avait réussi à rentrer un petit peu dans les codes du Pentagone et à mettre un petit peu
à rendre public le nom de certaines personnes, etc. Les Américains l'avaient éliminé avec un drone. Et pareil, la première fois où il y a vraiment une action, on va dire, physique contre des hackers, c'est à Gaza. C'est en 2019, où c'est l'armée de l'air israélienne donc, qui va frapper un immeuble où justement vous avez des hackers du Hamas qui sont en train de préparer finalement une cyberattaque contre Israël. Point de vue spatial, c'est la même chose. Vous avez des missiles qui partent vers les satellites, mais vous pouvez très bien attaquer... Donc liberté d'action, mais alors juste je vais donner tout de suite le contre-argument qui est celui qui vient, etc. C'est oui, mais le Vietnam, et l'Afghanistan, et le Sahel, autant de guerres, autant de conflits où la supériorité aérienne était même une suprématie, c'est-à-dire il n'y avait rien en face. Tout à fait, et pourtant, in fine, les Occidentaux n'ont pas gagné ces conflits à chaque fois. Non, parce que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est ça qui est important. Vous faites allusion pour les Occidentaux. Ou pour celui qui a la supériorité aérienne d'une manière générale. On peut dire la même chose des Soviétiques en Afghanistan. Ils ont la supériorité aérienne, même si à certains moments elle va être remise en cause justement par la livraison de missiles Stinger, etc., qui va obliger les Russes à s'adapter. On va voir donc beaucoup d'adaptation de l'aéronautique soviétique à ce moment-là. Mais c'est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Évidemment, il va falloir transformer l'essai. Mais vous parliez de l'Afghanistan. Le fait d'avoir la supériorité aérienne, ça permettait aux troupes qui étaient au sol de pouvoir appeler des avions qui étaient présents au-dessus d'eux en moins de 10 minutes, n'importe où sur le terrain. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a sauvé beaucoup de vies. Enfin, je veux dire, il y a énormément de témoignages de troupes au sol, que ce soit des forces spéciales, que ce soit des forces conventionnelles, etc., qui remerciaient du fond du cœur les avions d'être venus parce que ça leur avait justement apporté cette puissance de feu supplémentaire qu'ils n'avaient pas. Donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, évidemment, avoir la supériorité aérienne, ça ne résout pas tout. Mais simplement, vous avez un avantage qui est très intéressant. Et vous faisiez mention de l'étude, et je pense qu'il y a un aspect qui est très important aussi dans cette étude, il souligne, c'est l'aspect culturel. C'était dans cette étude, ils disent, on a remarqué qu'effectivement, avoir la supériorité aérienne, c'est un atout, mais on s'aperçoit que les démocraties ont tendance à plus l'avoir que des régimes autoritaires ou des régimes dictatoriaux. Pourquoi ? Parce que peut-être dans ces régimes, on s'occupe un petit peu moins de la vie des soldats, c'est quelque chose qui compte moins. Et ce qui est un petit peu sous-jacent dans leur réflexion, c'est que c'est vraiment un élément culturel. Et donc, voilà, il y a une certaine manière, il y a un certain art de la guerre occidentale qui existe aujourd'hui, qui est très lié à cette supériorité aérienne. Et tout l'enjeu, en tout cas, c'est ce que pensent les aviateurs, mais moi, c'est aussi ce que je pense, c'est d'essayer de faire le maximum pour essayer de l'obtenir, même si ça devient de plus en plus dur. Pour revenir avant tout sur ce que ça permet, donc cette supériorité aérienne, donc on l'a dit, la bonne métaphore, c'est être au balcon, c'est-à-dire avoir la position en hauteur où on voit tout, parce que c'est vrai on ne va pas entrer dans toutes les typologies, toutes les propriétés de l'espace aérien, mais c'est vrai que c'est un espace fluide, lisse, transparent, où on peut voir donc d'extrêmement loin, et c'est vrai, ça a une capacité de détection, ça a une capacité d'action, ça a aussi une immense, il faut peut-être le dire tout de suite, capacité de puissance de feu. C'est-à-dire, on pense peut-être c'est l'un ou l'autre, on peut avoir des missiles à terre ou des avions dans le ciel, la capacité de délivrance de puissance de feu avec une précision et avec une rapidité est infiniment supérieure avec des avions qu'avec des armes basées à terre. Et donc c'est pour ça que depuis très longtemps, les armées occidentales se concentrent sur ces avions-là, parce que tout ne se vaut pas, et avoir un avion dans le ciel, c'est le meilleur moyen de pouvoir frapper vite, loin et beaucoup. Tout à fait, oui, c'est ce que montre. Je prends l'exemple de l'Afghanistan, mais voilà, aussi, vous pouvez aussi l'imaginer d'un point de vue stratégique. Si vous êtes, il y a le fameux exercice Pégase qu'effectue l'armée de l'air désormais régulièrement, qui a une projection depuis la métropole vers l'Asie. Voilà, donc vous êtes capable d'envoyer effectivement des avions, donc une puissance militaire très importante dans un temps très réduit. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, à partir du moment où on parle du théâtre pacifique, tout va se résumer à ce qui est aérien, évidemment, tout ce qui est marine est très important, etc., etc. Mais simplement, si vous avez besoin d'agir rapidement à un endroit, quand vous voulez partir en vacances, qu'est-ce que vous prenez? L'avion. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Quand vous voulez mettre une bombe quelque part, en tout cas quand vous voulez détruire un objectif, si vous voulez le faire rapidement, vous allez prendre l'avion. Et donc, c'est beaucoup plus simple que placer une batterie de défense, une batterie de missiles à longue portée dans une portée raisonnable, oui, et ensuite devoir la défendre contre des menaces ennemies. Là, on a vu récemment, il y a des mouvements de patriotes vers le Moyen-Orient. Il a fallu, je crois, 70... Les patriotes, c'est les batteries de défense antiaérienne américaines qui sont en ce moment envoyées
vers le Moyen-Orient, disons, comme une sorte de signalement stratégique vis-à-vis de l'Iran, quoi. Oui, effectivement, il y a aussi des B2 qui sont posés à Diego Garcia, etc. Donc des gros bombardiers. Et il a fallu 70 gros porteurs. Donc c'est quelque chose qui est assez lourd. Mais tout ce qui est défense solaire aussi a un intérêt très, très, très important. Simplement, voilà, ce sont des choses qui sont complémentaires. C'est-à-dire, l'avion va avoir certains atouts, les défenses solaires vont en avoir d'autres, etc. Et l'idée, c'est un petit peu de combiner ça. Avec peut-être, voilà, au moins au point de vue occidental, plutôt un accent qui était mis sur tout ce qui était plutôt vecteur aérien. Et on va dire plutôt de l'autre côté, du côté du pacte de Varsovie, ou des soviétiques ou des russes, plutôt une défense solaire. Ben ça, entrons-y. On aurait pu faire toute une parenthèse. Il ne faut pas oublier aussi le milieu maritime et le fait que la supériorité aérienne en milieu maritime est aussi extrêmement important. Peut-être même encore plus importante parce que, vous l'indiquez bien dans l'étude, mais les bateaux, il n'y en a pas beaucoup, ça se voit de loin et ça coûte cher. Donc en fait, avoir la supériorité aérienne au-dessus de la mer, c'est vraiment extrêmement important. Mais pour revenir à ce que vous disiez, pour entrer vers cette confrontation qui est le centre de l'étude, c'est-à-dire c'est l'Occident et sa supériorité aérienne face aux menaces émergentes. Il faut peut-être revenir en arrière. Donc il y a la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez résumé à grands traits. Il y a ensuite la guerre froide où il y avait une supériorité, voire une suprématie aérienne, un peu contestée pendant la guerre de Corée. La guerre de Corée avec les Chinois, c'était compliqué, enfin bon, voilà. Et ensuite, il y a eu un moment important qui est le moment soviétique des années 60 et après, c'est-à-dire il y a eu le moment où les soviétiques ont monté une défense solaire qui était extrêmement importante et qui a vraiment mis en danger, qui a vraiment même fait un certain nombre de pertes aux armées occidentales, notamment au Vietnam, et puis ensuite pendant la guerre du Kippour contre Israël. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de ce moment où les armées occidentales, les armées de l'air, et donc les vecteurs aériens, ont repris conscience de leur propre vulnérabilité face à cette menace qui n'était pas symétrique, qui était différente, complémentaire. Ils ne sont pas mis sur le même créneau, ils se sont mis sur un créneau complémentaire qui était la défense antiaérienne. Ouais, alors effectivement, quand on fait un petit peu une histoire de cette supériorité aérienne, on peut revenir à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Corée, assez important. Juste une petite anecdote sur la guerre de Corée. Alors, il y a ces fameux chiffres qu'on dit où le sabre a battu c'est impressionnant, les MiG-15. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les chiffres étaient très largement majorés. Et quand les pilotes américains ont affronté les pilotes soviétiques, le ratio il est plus proche de 1 sur 1. Donc voilà, c'est pas, encore une fois, qu'il soit soviétique, qu'il soit russe, ça serait une erreur, je pense, de sous-estimer voilà, nos concurrents dans les airs. Alors oui, il y a un moment très important en fait. Les Chinois, c'est un peu différent. Alors les Chinois, c'était différent effectivement, parce qu'en fait, à l'époque, l'armée de l'air chinoise pensait que il fallait mettre des paysans dans les avions, et donc comme avec donc le sens de l'histoire, etc., il n'y aurait pas de problème. Je veux dire, un paysan qui se battait au sol serait capable de se battre dans les avions. Bon, ça n'a pas été tout à fait probant au début. Donc je peux rappeler pour ceux que ça intéresse que vous avez sorti tout un numéro de Vortex sur l'armée populaire de libération aérienne et qu'on en a fait une émission à ce micro. Donc pour ceux que ça intéresse, très bonne émission. Excellente émission avec de merveilleux invités. Non mais voilà, la révolution culturelle et le fait de décapiter les élites. Sur des armes techniques, c'est un peu bon, il y a un livre fondamental aussi pour la Corée, puis on va arrêter là, c'est Red Wings Over the Yalu, et qui raconte justement l'histoire de la montée en gamme de la PLAF à ce moment-là. Oui, alors le moment qui est important en fait, c'est quand vous avez le U-2 qui est abattu au début des années 60, c'est-à-dire clairement les Américains avaient tendance à survoler un petit peu librement l'Union soviétique, et les Soviétiques commencent en fait à mettre des fusées, enfin des missiles qui vont atteindre ces avions. Les U-2, c'était donc les bombardiers furtifs, etc. Les avions de reconnaissance. Les avions de reconnaissance. Les avions de reconnaissance, et donc le U-2 est abattu, et à partir de ce moment-là, donc les Soviétiques vont développer toute une gamme de solaires qui va effectivement poser beaucoup de problèmes aux Américains pendant la guerre du Vietnam, et surtout qui va un petit peu inquiéter les Occidentaux, c'est la guerre du Kippour. La guerre du Kippour a lieu 6 ans après la guerre de 67. En 67, alors même s'il y a quand même des pertes israéliennes, enfin bon, il y a une supériorité aérienne qui est assez impressionnante, et qui a priori, voilà, est là pour durer. Et 6 ans après, la même armée de l'air va perdre, alors je crois qu'ils ont environ 350 avions au 1er avril 73, ils vont en perdre 102
pendant le conflit. Et principalement à cause du solaire. Et donc qui sont des systèmes soviétiques vendus aux Égyptiens. Oui, tout à fait. Alors du SA-6, des choses comme ça. Et donc les Israéliens, bon, qui a priori ont quand même une certaine expertise, encore une fois, qui 6 ans avant ont montré leur capacité, sont incapables de venir à bout de ces systèmes solaires. Ils sont incapables de venir à bout de ces systèmes solaires. Et donc on voit qu'il y a une guerre de missiles, c'est aussi vrai au sol, qui est en train de se développer. Et finalement, ils vont arriver tout doucement à venir à bout parce que les Américains commencent à leur donner un peu de guerre électronique, mais surtout il y a une offensive terrestre où ils vont justement passer le Nil et ils vont commencer à grignoter l'un après l'autre ces sites solaires. D'où d'ailleurs ce qui est très important dans la supériorité aérienne, dans cette lutte, c'est pas seulement l'armée de l'air qui l'a fait, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment interarmé. Et il y a besoin de la marine, il y a besoin de l'armée de terre, il y a besoin des forces spéciales, etc. C'est donc vraiment une mission interarmée. Parce que ça, on y reviendra, je pense, mais rappelons que le meilleur moyen de clouer au sol une aviation adverse, c'est de la détruire au sol. Enfin, le meilleur moyen de la détruire, c'est de la détruire au sol. Alors, c'est toujours beaucoup plus facile. C'est toujours plus facile que de la détruire en l'air, vous avez raison. Et donc, c'est d'un coup, si vous voulez, on se retrouve dans cette lutte un peu classique entre l'épée et le bouclier. C'est-à-dire, d'un coup, les Soviétiques ont trouvé un moyen de vraiment mettre... pas en échec, mais en tout cas d'inquiéter, de rivaliser dans cette supériorité aérienne, en justement la menaçant du sol. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir, si vous voulez, deux types un petit peu de réactions. Il va y avoir une réaction qui est à la fois tactique, qui est assez intéressante. Par exemple, en France, on va choisir tout ce qui est TGV, TBA. TGV, très grande vitesse, très basse altitude. Donc on se dit, voilà, il y a ces radars. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer, on va dire, un petit peu sous ces radars. Bon, voilà, il y a les lobes des radars, si on passe dessous. Et en plus, on va essayer de protéger nos avions avec de l'électronique. Et c'est quelque chose donc qui va être développé. Et vous voyez donc tous ces avions qui se développent, camouflés, en portant des CME, des contre-mesures électroniques, etc. Les contre-mesures électroniques, c'est des trucs pour faire des bulles de brouillage, pour gêner les radars qui risqueraient de les détecter. Vous recevez le signal du radar et puis vous allez le traiter de telle sorte que l'opérateur, en tout cas, soit il n'a pas de signal, soit un signal qui soit faux, en tout cas qu'il gêne pour sa poursuite. Vous avez aussi des chafs, enfin vous envoyez tout ce que vous pouvez pour gêner les radars. Donc voilà, l'idée elle est un petit peu là en France. Les Américains vont penser... Juste pour préciser, une des meilleures manières, et on y reviendra, mais d'éviter les radars et d'éviter les défenses solaires, elles ont tout un plancher, ne serait-ce qu'à cause du relief de la Terre, enfin des reliefs. C'est ce qu'on appelle l'intervisibilité. Donc si vous êtes en dessous, si vous êtes en très très basse altitude, ce qui a évidemment d'autres menaces sur lesquelles on reviendra, j'imagine, voilà, il y a moyen d'éviter les défenses solaires conventionnelles. Disons. Alors pour tous ceux qui veulent l'étudier, c'est 1,23 racine de h. C'est-à-dire, si vous voulez, hauteur h, voilà. Si vous êtes en dessous, normalement, vous devez être en dehors de ces lobes radars. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Racine de h 1,23. Vraiment. H, c'est la hauteur. Un flingue sur la tempe, je saurais pas en faire un truc concret. Mais très bien. J'imagine qu'il y a des gens plus scientifiques que moi qui nous écoutent, qui voient très bien de quoi on parle. Donc, les Américains, alors c'est un petit peu différent, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, eux s'aperçoivent, ils ont l'expérience de la guerre du Vietnam, ils ont perdu énormément d'avions à cause du AAA. Qu'est-ce que le AAA ? En fait, c'est tout ce qui est artillerie sol-air, mais à base de canons, d'obus, etc., etc. Ce qu'on appelait la FLAC pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des flingues qui tirent en l'air. Voilà. Et alors, il y a une réflexion. On parlait de Warden tout à l'heure, c'est assez intéressant, parce que Warden arrive en unité, il va dire, bon, maintenant, je voudrais que les transits d'avions, on les fasse en haute altitude. Et vous avez un général qui s'appelle Creech, qui va arriver justement après le Vietnam et qui va un petit peu transformer l'Air Force, qui est patron du Tactical Air Command, et qui dit, moi, ce que je voudrais développer, finalement, c'est une espèce d'aviation qui est capable de monter et de faire ses opérations, on va dire, à moyenne et haute altitude. Et donc, il va développer des méthodes de tir, etc. Les avions vont être adaptés pour essayer de casser tout ça. Mais évidemment, ça va être associé à d'autres choses, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pendant que les Français choisissaient le très bas, les Américains choisissaient le très haut. La moyenne altitude et la haute altitude. Mais ça implique quelque chose, c'est d'être capable justement de neutraliser ces radars. Et donc ils vont associer, ils vont développer une mission qu'ils ont déjà développée au Vietnam, qui s'appelle la SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, où l'idée, c'est quand vous avez l'opérateur qui commence à brancher son radar, qui commence à émettre pour chercher. Là, vous avez des missiles qui vont être capables de se caler justement sur ces émissions, et qui vont, quand on les lance, qui vont vers l'endroit de l'émission et qui détruisent le radar. Les Français développent aussi ce type de radar, c'est la S-37 Martel, qui sera utilisée le 7 janvier 87 contre le radar, le Flatface à Wadi Doum. Et donc, où ça ? À Wadi Doum, au Tchad. C'est une mission assez intéressante.
mené par le lieutenant-colonel Pécavi. Mais bon, c'est quelque chose d'assez qui est assez connu dans l'armée de l'air. Et donc voilà, vous avez un petit peu ces deux modèles. Et ces deux modèles, ils vont se confronter pendant la guerre du Golfe, où finalement la première mission que vont faire les avions français est plutôt en basse altitude. Il n'y a pas de perte, mais on est passé très près. Et les Américains, pendant ce temps-là, vont vraiment développer le programme, enfin le rouleau compresseur. Alors, voilà, il faut préciser quand même que la guerre du Golfe, c'est à tous les égards le moment marquant pour la supériorité aérienne, parce que rappelons que sur un papier très, très, très fin, mais c'était quand même la 6e armée du monde, l'Irak. Tout le monde s'attendait, beaucoup de gens s'attendaient à une campagne un peu difficile. C'est d'ailleurs le triomphe de Warden que vous citiez, puis qui à ce moment-là a un rôle très compliqué, a une place très compliquée dans l'organigramme de l'Air Force. Mais en gros, l'idée, c'est que les Américains, par la puissance aérienne, ont neutralisé un certain nombre de points névralgiques du système irakien, et ensuite ont déroulé en annihilant tout simplement les divisions blindées irakiennes par la puissance aérienne, et qu'ensuite, il n'y avait plus qu'à avancer. Voilà, tout à fait. En fait, c'est un moment marquant dans l'histoire de la guerre aérienne, et c'est quelque chose qui est assez fondateur, on va dire, pour tous les aviateurs occidentaux, parce que c'est un petit peu le plan parfait. Et donc, il y a une tendance à vouloir un petit peu le répéter, en disant, écoutez, là, on a trouvé la recette magique, si on est capable de la répéter, a priori, ça produira les mêmes effets, et ça sera assez impressionnant. Donc, comme vous dites, en fait, les premières missions vont être destinées à casser cette espèce de système anti-aérien irakien. On va même utiliser des hélicoptères, etc. Et rapidement, on va dire, tout ça va s'affaisser. Et après, vous avez commencé justement, c'est ce qu'on dit, à partir du moment où vous avez cette supériorité aérienne, qui est quand même un petit peu, qui est pas évidente, il y a des avions qui sont abattus, mais rapidement, les Irakiens, se prennent la vague, on connaît la suite, ils vont envoyer même leurs avions en Iran pour pas qu'ils soient détruits. Et donc là, il y a une certaine liberté d'action dans les airs, qui va permettre un petit peu de formater le terrain avant l'offensive terrestre. Donc voilà, ça c'est un petit peu le plan parfait. Et à ce moment-là, donc, si vous voulez, pendant la guerre du Kippour, clairement, et même lors des bombardements américains au-dessus du Vietnam, il y avait une menace solaire qui était très importante, mais les Occidentaux réagissent et ils trouvent les moyens justement de reprendre le dessus sur cette défense solaire et finalement de revenir à des pratiques un petit peu hantées. Qu'est-ce qui se passe ? De l'autre côté, on a compris justement toute l'importance de l'armée aérienne dans les nouvelles guerres et on va essayer de développer des moyens, notamment donc, que ce soit chez les Soviétiques ou les Russes ou chez les Chinois pour essayer de contester cette supériorité aérienne. Ça, on peut préciser, on en parlait dans l'émission sur la PLAF, donc People Liberation Army Air Force, donc l'armée de l'air chinoise. Ça a été un gros choc pour les Chinois. La guerre du Golfe, c'est quelque chose qui les a... Enfin, ça, tout le monde, mais les Chinois, ça les a profondément marqués. Ça a profondément orienté leur développement capacitaire d'une manière générale, et notamment aérien, depuis plus de 30 ans. Oui, même d'une point de vue général. Ils se sont dit, mais on est organisé comme les Soviétiques. Les Irakiens étaient organisés plus ou moins comme les Soviétiques. Et qu'est-ce qu'on ferait en cas de guerre ? Donc clairement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, donc il faut leur prendre conscience. Et l'armée chinoise, en tout cas les dirigeants chinois, vont avoir suffisamment... alors bon, je ne suis pas à l'intérieur évidemment de leur délibération, mais en tout cas vont avoir suffisamment de recul sur eux-mêmes. Ils sont très motivés d'un point de vue stratégique pour effectivement essayer de trouver les manières d'affronter tout ça. Donc il y en a plusieurs en fait. D'une part, il va y avoir tenter d'avoir du matériel qui peut éventuellement venir au niveau des Occidentaux, mais ça c'est compliqué. Vous avez des évolutions évidemment solaires, avec le développement donc, de matériels qui sont de plus en plus performants, de S400, etc. Vous avez ces matériels, vous allez faire en sorte que ça soit des couches redondantes, c'est-à-dire que si vous voulez, ceux qui vont très loin soient protégés par des batteries solaires qui sont capables justement de protéger un petit peu le périmètre rapproché, et puis vous avez d'autres batteries solaires qui sont capables de protéger, on va dire, tout ce qui est entre les deux, tout ça en interaction, tout ça connecté, oui. Non, mais j'allais dire, c'est peut-être le moment de séquencer et de les prendre les uns après les autres, parce qu'effectivement, il y a une parenté qui est évidente, et puis en même temps, c'est aussi des choses assez différentes, il y a des traditions. Alors d'abord, c'est évidemment les Russes, donc là, on est un peu sorti de la période historique, mais là, on en est, disons, à leur état capacitaire et technique actuel. Donc les Russes, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, mais il y a une philosophie fondamentale qui est qu'ils ne vont pas gagner dans les airs. Enfin, pas ou peu, en tout cas sans doute pas face aux Occidentaux, donc c'est pas là-dessus. On fait l'économie de développement doctrinaux des années 70-80, c'est toute la doctrine de l'Airland Battle, c'était en gros
je la fais très courte, comme ça vous n'avez pas à le faire, mais en gros, c'était toute l'idée que pour gagner la guerre en Europe, les armées occidentales ne pourraient pas faire face à la masse terrestre russe et donc il fallait être plus technique et avoir la supériorité aérienne. Ça, c'est toute l'Air Land Battle. Et la montée en puissance et en gamme beaucoup à cette époque-là. Et en face, les Russes n'ont pas fait la même chose. Ils ont fait de contre-Air Land Battle. C'est-à-dire, ils ne se sont pas dit c'est nous qu'on va avoir la supériorité aérienne avec des avions. Ils se sont dit voilà, ça c'est pour eux. Par contre, on peut les gêner. Et on peut les gêner suffisamment avec nos défenses solaires. Et c'est tous les systèmes célèbres, S-300, S-400 d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, j'étais parti en capacitaire, mais il y a des aspects doctrinaires qui sont très intéressants. Alors, si on veut voir du côté russe, il faut aller évidemment du côté de Vincent Touret, qui explique ça très très bien. Il y a une réflexion russe sur tout ce qui est usage de la puissance aérienne qui va se développer là au cours du XXIe siècle, qui est assez intéressante. D'ailleurs, il y a un gap très important entre cette réflexion et ce qu'ils ont fait sur le terrain. Donc, assez intéressant, même d'un point de vue sociologique, pour essayer de comprendre pourquoi. Les Russes ont compris que de toute façon, ils n'arriveraient pas au niveau des Américains. Ça ne les empêche pas d'essayer de matcher les capacités américaines. Alors, quand les Américains sortent le F-15, ils vont sortir le Sukhoi 27. Quand ils sortent le F-16, ils vont sortir le MiG-29. Ils vont essayer de développer différentes versions, etc. Donc, on essaie un petit peu de tenir dans les airs pour au moins, tout simplement, avoir une opposition qui soit assez qui existe en tout cas, qu'on laisse pas les airs comme ça. Mais néanmoins, il faut des intercepteurs, notamment ils sont beaucoup spécialisés en intercepteurs extrêmement rapides, extrêmement puissants, etc. Oui, c'est ça. En fait, il s'agit plus de protéger. On va pas forcément gagner la guerre avec la puissance aérienne, mais en tout cas, on va déjà se défendre contre la puissance aérienne Et donc, vous avez à l'époque, notamment du pacte de Varsovie, une organisation qui est à part, qui est celle de la défense aérienne, donc qui comprend des avions, mais aussi des missiles, etc. En fait, vous avez quelque chose qui part de zéro jusqu'à l'altitude des avions. Alors, eux, ils sont dans une logique, d'un point de vue doctrinal, de se dire, c'est quand même assez fort en face, qu'on va essayer de faire, on va utiliser la puissance de feu. La puissance de feu, c'est quelque chose qui est très important dans la réflexion russe. On va utiliser notre puissance de feu pour essayer un petit peu de commencer... avant le début des opérations, tout au début des opérations, ces fameux nœuds très importants dans le réseau OTAN. Donc ça peut être les postes de commandement, les états-majors, les bases aériennes, etc. Donc on va essayer de faire ça pour un petit peu désorganiser finalement leur capacité d'action et faire en sorte qu'ils soient moins forts. Puis après on ira se battre contre eux. Les Chinois, ils sont dans une logique différente. Ils analysent finalement leurs problèmes stratégiques. Ils disent, nous c'est un peu pareil. On n'a pas vraiment envie de se battre contre les Américains dans des dogfights, dans des combats tournoyants. Là, c'est très bien pour les livres, c'est très bien pour l'épopée, mais finalement, peut-être que ça va mal se finir. Donc, l'idée, c'est de pousser en dehors de la zone les Occidentaux. Et donc, pour pousser ces Occidentaux en dehors de la zone, surtout principalement les Américains, notamment d'un point de vue aérien, ce qu'on va essayer de faire, donc ça rejoint un petit peu l'émission qu'on avait fait à l'époque, mais on va commencer à utiliser certains moyens. On va utiliser certains moyens, et si les Américains se rapprochent trop, on sera capable de les contrer grâce à nos moyens. Ces moyens, par exemple, ça sera de travailler dans une ambiance de guerre électronique assez intense, et puis ça sera d'utiliser certains atouts, comme par exemple le J-20. Le J-20, donc on en avait parlé à l'époque, mais le J-20 qui est donc ce fameux avion stealth, cet avion furtif de 5e génération chinois, mais qui a la caractéristique d'être surtout furtif quand on voit de face. Et là, quand vous commencez à voir un petit peu comment se développe l'armée de l'air chinoise, où vous avez un avion qui est stealth, donc furtif de face, et vous commencez à avoir des missiles qui sont développés, différents types de missiles, le PL-15, 17 et 21, PL-15 qui est un petit peu l'équivalent de l'AMRAAM ou du MiG-ANG. Le PL-10... Ceux qui sont des missiles RR, qui sont les missiles les plus performants en ce moment de l'armée occidentale. L'AMRAAM, il est américain, le MiG-ANG, il est français. Tout à fait, et si vous voulez, on peut comparer ça à lancer du javelot. Ça serait, vous lancez le javelot et vous arrivez sur le stade. Sur l'herbe en tout cas. Là, vous avez le PL-17 qui est un peu comparable au Météor, etc. Et là, d'un coup, la guerre aérienne, en tout cas, tout ce qui est... la guerre aérienne, en tout cas, on est transformée. C'est-à-dire, vous lancez le javelot, mais là, d'un coup, vous pouvez aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, à la limite, vous allez pouvoir toucher un des spectateurs qui vous regarde. Et là, donc, vous êtes dans des espèces de distances dont on n'avait pas l'habitude. Et les Chinois développent même le PL-21. Alors là, je sais pas, le javelot, il sort du stade, carrément. Où, justement, l'idée, c'est d'aller très, très loin, d'essayer de frapper tous ces éléments qui
contribuent à la campagne aérienne, donc ça peut être des AWACS, des ravitailleurs, etc. Les AWACS, c'est donc les avions de détection aérienne, ce qui est une partie essentielle du problème sur laquelle j'espère on reviendra, c'est-à-dire ce fait que tous les avions de dernière génération, ils sont très bien, mais pour voir très loin, leur capacité de détection, ils leur sont rarement propres, ou en tout cas pas entières. Ils dépendent d'avions qui sont beaucoup moins protégés, qui sont les avions de détection aérienne, qui évoluent dans une autre sphère, mais qui sont aussi beaucoup plus vulnérables. Voilà. Oui, tout à fait. Donc l'idée des Chinois, c'est vraiment d'aller taper tous ces éléments finalement qui sont en nombre peu important, mais qui sont essentiels pour que finalement un RAID, etc. fonctionne. Et une des nouveautés, effectivement, c'est la connectivité. C'est-à-dire, tous ces éléments qui volent sont reliés entre eux. Donc vous avez la WACS, qui est une situation générale, mais vous avez aussi des radars au sol, vous avez aussi des avions en l'air, etc. Et l'idée, c'est de partager un petit peu toutes ces informations pour que le pilote ait la meilleure situation générale et puisse à partir de là où un chef d'un dispositif commence à distribuer les cibles et puis commence à réfléchir un petit peu à sa manœuvre pour assurer un combat aérien. Et donc vous voyez que... Alors c'est assez intéressant quand on regarde l'évolution du combat aérien, si vous voulez. C'est-à-dire... le combat aérien au début, c'est pas compliqué, faut tuer l'autre sans se faire voir. Voilà. Quand on regarde un petit peu les chiffres, enfin les pourcentages de victoires aériennes, il estimait à peu près que, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, 80% des victimes n'ont jamais vu le gars qui les tirait. Ou en tout cas, ils le découvrent quand on lui tire dessus. Donc vous voyez, c'est pas forcément, on imagine le combat chevaleresque où les deux avions se croisent, les pilotes se saluent et hop, c'est parti. Non, rien du tout. Le but, c'est de pas se faire voir, c'est de passer, c'est de tirer et d'y aller. Alors après, il y a le combat tournoyant, et donc d'un point de vue technique, chacun avait ses qualités. On peut parler des qualités des as, ça serait intéressant. Je sais pas si, mais voilà, on est dans les logiques de ce qu'on appelle les corner speed, par exemple. C'est-à-dire, vous essayez d'avoir vous avez votre avion qui va tourner, vous essayez d'avoir le rayon minimum tout en conservant de l'énergie. Donc voilà, vous commencez à voir là-dessus. Mais ça, c'est une semi-parenthèse, mais pas vraiment, parce que c'est un truc qui infuse tellement l'imaginaire. Il faut se déprendre de Top Gun et de tous les autres films d'avions de chasse où on montre globalement les avions de chasse comme dans la bataille d'Angleterre, c'est-à-dire où c'est un truc d'espèce d'agilité, etc. Faut dire, répéter. Je veux dire, YouTube est plein de vidéos là-dessus, y compris de pilotes, d'anciens pilotes qui expliquent ça très bien. C'est pas à ça que ça joue. Ça joue effectivement au radar, à la portée des missiles, et quand on est en combat très rapproché, déjà c'est jamais à 5 mètres comme on le voit dans Top Gun, c'est toujours à des distances qui sont infiniment supérieures, et ensuite c'est effectivement des questions de qui peut braquer le plus fort, le plus vite, et ensuite déclencher. Voilà. Oui, alors en fait il y a différentes générations. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus technique, que c'est pas un truc de peintre, d'artiste qui est pris par l'inspiration et que par son talent incroyable qui va réussir à nettoyer le ciel. C'est des trucs beaucoup plus brutaux. Mais ceci dit, il y a des as. C'est-à-dire, il y a des gens qui y arrivent plus que d'autres. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi eux y arrivent plus que d'autres. Et alors bon, c'est assez intéressant. Vous avez dans un escadron de chasse, vous avez des caractères qui sont complètement différents. C'est une grande gueule, vous avez le mec que vous voyez jamais, enfin qui est très discret, etc. C'est ce qui fait la richesse d'ailleurs d'un escadron de chasse. C'est cette espèce d'amalgame de personnalité, et quand je veux dire, ça prend, c'est extraordinaire, quoi. Et mais il y a des gens quand même qui arrivent mieux que d'autres. Donc il y a ce problème. Alors pourquoi ils y arrivent mieux que d'autres ? Généralement, c'est des gens qui ont ce qu'on appelle la situation awareness, c'est-à-dire en fait ils maîtrisent un petit peu la situation. C'est-à-dire ils sont peut-être en train de poursuivre un avion, mais ils savent où sont les autres. Et voilà, dans leur esprit, dans l'espace, c'est clair. Donc, ils ne vont pas se faire surprendre. Ils savent que, par exemple, s'ils sont là, tout de suite après, ils pourront enchaîner, parce qu'il y aura quelqu'un qui était à droite là, l'autre était plus loin, donc il avait le temps, etc. C'est des gens qui savent tirer aussi, parce que ça, c'est essentiel. Quand vous voyez certains as font que c'était une balle, un avion abattu, parce qu'il visait la tête du pilote, et il y arrivait. Ça, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, mais la Seconde Guerre mondiale, par exemple, vous avez des gens comme Marseille, vous savez, l'as allemand, notamment pendant la campagne d'Afrique. C'est un type, il est capable de tirer avec son avion dans des positions qui sont incroyables. C'est-à-dire, son avion peut... Généralement, ce que faisaient les Britanniques, etc., c'était des espèces de wagon wheels, c'est-à-dire quand ils commençaient à attaquer, ils se mettaient en rond, ils tournaient tous ensemble. Donc, si à un moment, il y a un avion qui vient derrière un avion britannique, il y aura forcément un autre qui sera à 90 degrés, qui sera capable de l'engager. Et Marseille, lui, il était capable d'arriver dans des positions avec très faible vitesse, etc., beaucoup d'incidence, etc., de tirer, mais lui voyait où allait aller sa trajectoire d'obus, etc., et d'abattre ses avions. Tout le monde ne l'a pas. Après, il y a tout ce qui est confiance en soi, et puis il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la chance.
La chance, et c'est essentiel. Il y a l'exemple d'un as allemand pendant la Seconde Guerre mondiale qui était sur le front de l'Est, je crois. Il en est à 200 victoires, etc. Et on est à la fin de la guerre, le type est crevé, il rentre de sa mission. Et là, il se fait surprendre par les Soviétiques, il est abattu. Il remonte dans l'avion, plus jamais il abattra un avion. Il a perdu quelque chose. Et donc il est là, il regardera toujours dehors, est-ce qu'il y a il y a quelque chose qui s'est cassé. Et donc je dirais cette espèce de trajectoire est très très importante. Pour ceux qui se poseraient la question, tout ce qu'on vient de raconter n'a rien à voir avec l'étude, mais j'étais très content de faire cette parenthèse parce qu'elle est extrêmement plaisante. Je trouve que ça a à voir avec l'étude justement, parce que c'est savoir un petit peu... Mais on peut connecter les deux, parce que c'est la question que j'allais vous poser après, c'est aussi une question de personnel, il y a aussi une question de formation. Alors, on a parlé de la défense solaire, on a parlé des capacités qui se développent en Russie et en Chine. Il y a aussi, ils ont réellement des armes aériennes, qui se développent, qui sont bien, enfin je veux dire... Alors après, on peut, par exemple, pour parler des Russes, c'est globalement des déclinaisons du Su-27 qui est décliné. Et là, on est sur le point de passer à une nouvelle génération. Donc le Su-57, le Félon, sur lequel il reste beaucoup de questions, parce qu'on n'a jamais vu vraiment déployer opérationnellement, et qui est sorti à très petite, dans une très petite série. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut dire des pilotes? Ce que je vais le dire rapidement, ce que dit l'étude, c'est que, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que visiblement, en termes de niveau d'entraînement, et notamment de niveau d'entraînement à des missions très complexes, comme celles que sont capables de faire les pilotes occidentaux, parce que ça fait très longtemps qu'on s'entraîne à ça pour nettoyer le ciel avec des missions, des diversions, etc., etc. Pour les Russes, il y a quand même un pas de retard, quoi. Non, mais tout à fait, vous avez raison. En fait... Alors c'est quelque chose qui a été mis en avant, notamment au début de la guerre, par des études de Justin Bronk. Oui, tout à fait, la guerre de Justin Bronk, etc. C'est-à-dire que les pilotes occidentaux s'entraînent régulièrement à monter des raids assez complexes. Alors qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs avions qui vont attaquer un objectif. Mais si vous voulez, dans ces avions, il y a ceux qui vont larguer les bombes, il y a ceux qui vont assurer la défense aérienne, il y a ceux qui vont faire la guerre électronique, parfois c'est les mêmes, parce que les avions sont polyvalents, etc. Mais voilà, on a l'habitude de travailler ensemble dans des environnements complexes, etc. Les Russes, non, ils savent pas voler à plusieurs avions. Ils savent pas. Et donc, vous voyez, par exemple, les patrouilles qui font au-dessus de leur front, souvent c'est deux avions, c'est une paire de MiG-31, c'est une paire de Sukhoi 35, etc. Est-ce qu'il faut pour autant les sous-estimer? Je ne crois pas. Je vous parlais notamment de la guerre de Corée. Je pense que c'est des gens qui sont capables de monter très, très rapidement en niveau. Il y a quelque chose qui inquiète aujourd'hui. Voilà. En termes de matos, c'est quand même, à part le Su-57 sur lequel il y a plein de questions, oui. Ils seront certainement pas au niveau du F-22 ou du F-35 en termes de furtivité, etc. Les missiles ne seront pas au niveau. Par contre, en termes de... par rapport à un Rafale, par rapport à des avions de génération précédente, se posent des questions, et puis c'est des bons pilotes. Alors effectivement, le Rafale a un gros avantage, ça va être son radar, l'AESA, et associé au missile Météor. Mais si vous voulez, ce qui inquiète par exemple un pilote de Rafale aujourd'hui, c'est un petit peu les tirs d'A-13 qu'on a pu enregistrer au-dessus de l'Ukraine. Alors qu'est-ce que c'est que l'A-13? L'A-13, c'est justement un de ces missiles qui permet de tirer assez loin. Et on s'est aperçu que dans certains cas, vous aviez du solaire, du S-400 au sol, donc un radar, qui était capable de détecter certains avions ukrainiens, qui transférait les positions à une paire de MiG-31 qui était donc en stack, qui était prête à éventuellement abattre ces avions, et il y avait ce tir de ce missile qui va assez loin. Et ils ont réussi à abattre Sukhoi 24, Sukhoi 25, ils ont même tiré récemment contre des F-16, etc., même des hélicoptères. Généralement, quand ils arrivaient à les abattre, ces avions n'avaient pas eu d'alerte. En fait, ils étaient en vol, en ligne droite, en VRH, vol rectiligne, etc. Et donc, c'est des avions qui n'ont pas réagi face à ces menaces. Le problème de ces missiles, à A-13 notamment, c'est que c'est plutôt des missiles qui sont destinés, encore une fois, à battre ces gros avions, ces AWACS, ces ravitailleurs, donc quelque chose qui n'est pas très manœuvrant. Et c'est quand ils arrivent un petit peu en portée finale, si vous arrivez à manœuvrer brutalement, etc., le missile ne va pas suivre. Donc voilà. Mais on s'aperçoit que les Russes ont cette capacité, en tout cas, à travailler de manière connectée, de pouvoir tirer assez loin, etc. Un F-16 a été tiré récemment, lui a pu justement réagir grâce à ses capacités de manœuvrabilité, etc. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Pour le dire, l'étude le dit quelque part, c'est un pilote français pas trop inquiété en combat RR pur contre des Russes. Par contre, dès qu'on se rapproche d'un territoire où il y a
un IADS, donc un système de défense anti-aérienne intégré. En gros, si on est au-dessus d'un territoire que les Russes contrôlent plus ou moins, là ça devient très compliqué parce qu'il n'y a pas que l'avion, il y a aussi toute la gamme et tout le réseau de défense anti-aérienne russe qui fonctionne extrêmement bien malgré tout. Oui, c'est ce que dit Adrien dans l'étude. Je crois que sur un front de 1000 km, il y a 1000 objets de défense solaire. Donc c'est quelque chose qu'on voit qui est très très dense. Alors aujourd'hui, comment on pense un petit peu à ça? L'idée, c'est d'associer en fait des avions de 4e et de 5e génération. C'est en gros, vous allez profiter des avions de 4e génération. Alors c'est pareil quand on parle de... Bon, on reviendra, je continue sur cette histoire. Pour faire simple, 4e génération, c'est F-16 Rafale, 5e génération, c'est F-35. Oui, c'est plus compliqué en fait. La 5e génération, si vous voulez, c'était au début, c'est un de ces fameux buzzwords américains qui correspondait, si vous voulez, à un argument de vente. En disant, écoutez, nous, on est en train d'arriver avec des avions d'une nouvelle génération qui n'existe pas avant, qui est furtif, connecté, etc. etc. Simplement, par exemple, le Rafale, c'est un avion qui est connecté, mais qui n'est pas furtif. Donc il a certaines caractéristiques de ces avions de 5e génération, voilà. Donc tout ça est compliqué, c'est pour ça qu'on dit que le Rafale est de génération 4,5. Vous mettez ces avions, en tout cas devant, qui sont capables d'avoir beaucoup de points d'emport, qui ont beaucoup de munitions, etc. Vous mettez peut-être des F-35 en arrière, qui eux sont capables de détecter finalement toutes ces radiations, etc. Et d'assez rapidement de pouvoir mettre sur une carte, d'extraire des coordonnées, où sont ces batteries solaires. Et l'idée, c'est justement grâce à ces avions devant qui sont capables de tirer pas mal de munitions avec une grande précision, vous les faites tirer sur ces coordonnées, vous commencez donc à casser tout doucement ce réseau solaire, et les F-35 vont un petit peu terminer le travail. C'est une fois que tout le monde est un peu hébété dessous, boum, vous en rajoutez, voilà. Et l'idée donc, c'est de venir un petit peu à bout de ce réseau solaire. Simplement pour maintenant basculer un peu, on va revenir sur les Chinois. Juste pour dire, alors on a fait l'émission, je la mettrai évidemment en lien, mais très bonne émission, ouais, avec des invités exceptionnels. Non, pour dire, ce qui marque les Chinois, on va faire le digeste, c'est qu'il y a une montée en gamme qui est très rapide. Oui. Et alors, il y a des points de blocage encore, notamment les moteurs, mais à part ça, ils sont montés en gamme très rapide et c'est des technologies qui sont plus dépendantes de l'étranger, en tout cas beaucoup moins. C'est plus des copies soit d'Américains, soit de Russes, etc. Maintenant, ils ont des vrais technos indigènes, disons, et des pilotes nationaux. Alors avec l'incertitude de qu'est-ce qu'ils valent, parce qu'ils n'ont pas été souvent déployés. Mais voilà. Alors effectivement, ils n'ont pas fait la guerre, ça reste la grande incertitude, mais ils sont en train de monter en gamme. Et ils sont en train, c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont en train de devenir indépendants des Russes. C'est-à-dire ils ont pris des plateformes russes, ils ont regardé l'électronique dedans, ils se sont dit, on doit être capable de mieux faire. Et donc, ils sont en train de... Il y a une espèce indigénisation. Voilà, merci beaucoup. De tout ce qu'est l'électronique à l'intérieur, et avec des avions qui sont, par exemple, plus performants que les avions russes, de ce point de vue-là. Et ils sont en train de développer progressivement leur gamme. On a vu récemment le J-36, on a vu le J-50, je crois que c'était pendant Noël, etc., des nouveaux prototypes qui sont en train de sortir. Quelle est leur valeur, quelle est leur qualité, ça on n'en sait rien. Mais on sent bien qu'effectivement il y a cette montée en gamme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une espèce de volonté de copier les Américains, de quelque chose qui est assez en miroir. Ah, tu sors ton B-21, moi je vais sortir mon H-20. Ah, tu sors ton F-47, regarde, juste avant j'ai sorti le J-36, etc. Et donc les Chinois... je fais une incise, avec une volonté de soft power, qui est intéressante là-dedans, parce qu'on a vu effectivement des images de leurs bombardiers, etc., qui sont des fausses images trouvées. Enfin, je veux dire, c'est les mecs qui les font voler près des autoroutes, oui, bien sûr. etc. Oui, mais ça n'aurait pas toujours été le cas. C'est-à-dire, il y a une époque où ils étaient beaucoup plus calmes et beaucoup plus discrets sur le développement de leurs avions, etc. Là, il y a une vraie volonté de créer un buzz de « Ah, le nouvel avion révolutionnaire des Chinois » qui montre des ambitions différentes et une attitude un peu différente à la compétition internationale. Je sais pas, parce que par exemple, le J-20, le premier vol a eu lieu quand vous aviez le secrétaire d'État, c'était Gates, je crois, qui faisait une visite en Chine. Personne s'y attendait, on est en 2008, etc. Le type, il débarque, et là, les J-20 qui volent. Donc ça fait un buzz énorme. Vous avez ces fameuses photos qui étaient sorties à Noël il y a quelques années. Vous avez toute une gamme de drones chinois qui sont les uns à côté des autres sur une piste. Bon, clairement, c'est justement pour montrer, regardez, nous on n'est pas mauvais, nous les drones on sait faire, du plus petit au plus grand, etc. Donc il y a une volonté aussi de montrer, de dire qu'on n'est pas forcément à la bourre, que nous aussi on est capable de faire des choses. Il y a une volonté de copier un petit peu les Américains dans ce qu'ils ont de meilleur, mais encore une fois, doctrinalement, de l'adapter à leur propre situation stratégique, avec une volonté stratégique qui est très claire, c'est-à-dire repousser tous ces gens. Le but, c'est pas encore une fois de se battre dans les airs, le but, c'est qu'il n'y ait pas de combat dans les airs en les repoussant. Et juste pour comme ça
comme pour, par exemple, la marine, leur objectif, c'est pas de pouvoir intervenir partout dans le monde et d'être capable de taper les Américains partout. Leur problème, c'est un problème local de comment est-ce qu'on fait pour repousser les Américains dans le Pacifique. Mais je pense que quand, comment vous dire, vous avez un B-52 qui vole en Corée, ou quand vous avez des un petit peu d'écoute américains qui sont en train de passer près de Taïwan, etc. Je pense que les Chinois auraient bien envoyé un H-20 ou un de ces, au large des côtes de la Californie pour dire nous aussi, au fait, on est capable de le faire, etc. Et on a vu récemment, il y a certains signaux qui sont les manœuvres des navires chinois entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie montrent aussi quelque chose aujourd'hui. Alors, si on fait le bilan, là on a donc les deux principaux compétiteurs, si on fait un bilan maintenant un peu plus peut-être thématique de, voilà, en gros des menaces sur la supériorité aérienne occidentale, bon, il y a un constat, c'est que il y a une défense solaire qui monte clairement en capacité du côté des compétiteurs, même si bon, les radars sont toujours moins bons que les radars occidentaux, etc. Mais il y a une défense solaire qui est montée en capacité, notamment avec l'apprentissage de l'Ukraine, qui a fait évoluer très vite, notamment les Russes, mais pas que les Russes du coup, avec de la mobilité et de la redondance. Voilà, clairement le constat, c'est que faire du SEAD, donc en gros de la suppression des défenses antiaériennes ennemies, ça va devenir de plus en plus difficile. On est de moins en moins confiant sur la capacité à le faire sereinement comme il y a quelques années. En tout cas, il faut le repenser, c'est sûr. Donc, je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure l'idée de combiner l'avion de quatrième génération et de 5e génération. C'est quelque chose qui, a priori, peut fonctionner. La difficulté, c'est par exemple, alors c'est intéressant, on faisait un petit peu le monde avec Adrien, on se demandait si vous avez un énorme dispositif solaire en face, comment faire? Est-ce qu'il vaut mieux l'attaquer, par exemple, géographiquement, c'est-à-dire essayer de le rogner, par exemple, par le sud, par le nord, etc. Est-ce qu'il faut plutôt diminuer son épaisseur en essayant de casser? Mais c'est quelque chose, effectivement, qui peut durer longtemps et qui ne sera pas forcément instantané. Et d'où cette réflexion un petit peu sur la supériorité aérienne. On a beaucoup pensé, en fait, la supériorité aérienne en termes de suprématie. Pourquoi? Regardez, je vais vous donner des chiffres. Le F-15, c'est 104 victoires contre 0 abattus. Le F-16, c'est 72 victoires contre peut-être 1 abattu. Il y a eu en 96, il y a eu un petit problème entre les Mirage 2000 grecs et F-16 turcs. Mais bon, voilà. Enfin, on voit que, si vous voulez, c'est de la suprématie aérienne. À partir du moment où, encore une fois, on commence à développer le plan, on met la nappe et on met un petit peu tout, c'était quelque chose qui était assez impressionnant. Donc l'idée, c'est de se dire, notamment face à ces compétiteurs dont le niveau est le plus élevé, c'est que ça va être beaucoup moins facile. Et donc il y a des réflexions sur la supériorité aérienne qui renvoient un petit peu la première partie de l'étude, qui dit finalement, cette supériorité aérienne, ce ne sera pas de la suprématie, mais ce qu'on va essayer de le faire, et ça renvoie à la pensée de certains stratégistes maritimes, Mann, Corbett, etc., c'est de se dire, finalement, peut-être ça serait plus intéressant d'y réfléchir en ayant une supériorité aérienne qui soit axée à la fois dans le temps, à la fois dans l'espace et peut-être dans l'intensité. C'est-à-dire, finalement, on va chercher à l'avoir. On va y avoir des espèces de moments d'effort dans lequel il faut absolument qu'on ait la supériorité aérienne parce qu'on en aura besoin pour justement accomplir certaines tâches, au profit des forces aériennes, mais pourquoi pas aussi au profit des forces terrestres, s'il y a une offensive à un endroit, etc., pour l'accompagner, pour essayer de casser des renforts qui arrivent, etc. Et donc on est plus un petit peu dans cette logique, c'est-à-dire ça ne sera pas le grand soir dès le premier soir, ou dès la première nuit, comme ça a pu l'être un petit peu pendant la guerre du Golfe, mais c'est quelque chose qui méritera d'être d'être peut-être étendu dans le temps, et encore une fois, avec l'aide d'autres armées, que ce soit avec des choses qui dépendent du cyber, avec des forces spéciales, éventuellement avec l'armée de terre sur certains. Donc il faut vraiment le penser comme une mission interarmée et il faut l'intégrer, à mon avis, dans les plans qu'on a et vraiment y réfléchir de manière très sérieusement. Avec par ailleurs en face un certain nombre de menaces qui sont un peu nouvelles aussi. Donc là on a la défense solaire qui s'améliore, même techniquement, etc. Pour le dire clairement, c'est en Ukraine, tout est monté sur camion côté russe, donc ils sont capables de brouiller, de bouger, brouiller, mobile, oui. Ouais. Mais il y a aussi des choses qui sont vraiment nouveaux, par exemple, les missiles et les drones, qui clairement montent en capacité, mais où là, ça vient taper une case différente du dispositif occidental. Ça viendrait taper les aérodromes, ça viendrait taper les bases aériennes, ça viendrait taper les centres de commandement, et c'est ça l'inquiétude potentielle. Il y a aussi le retour de la diversion, avec un truc tout à fait fascinant sur la dronisation des vieux chasseurs chinois. Oui. Et c'est ça qui renvoie à un truc qu'on avait déjà vu dans la guerre du Haut-Karabakh en 2020,
où ils avaient monté sur des vieux avions, ils les avaient dronisés, et comme ça saturait les défenses antiaériennes arméniennes. Et là, manifestement, c'est une option qui revient, enfin en tout cas qui arrive dans l'éventail chinois, c'est-à-dire d'avoir toute cette masse de vieilles merdes, enfin pas de vieilles merdes, mais de vieux chasseurs qui sont dronisés. Comme ça fait engager le dispositif occidental, et ensuite ils peuvent amener leur dispositif plus haut de gamme, quoi. Alors tout à fait, c'est-à-dire dans la guerre aérienne, il y a une notion qui est un petit peu perdue, qui commence à avoir un nouveau succès, c'est celle de masse. Alors un masse avec derrière un petit peu de saturation, etc. On s'appperçoit qu'effectivement, s'il y a une guerre aérienne, il risque d'y avoir des pertes. Donc comment essayer de retrouver quand même une liberté d'action dans le temps, tout en ayant des pertes. Alors, donc il y a effectivement tous ces aspects de dronisation. Vous avez aussi tout ce qui commence à arriver avec de l'intelligence artificielle, qui commence un petit peu à ébranler un peu les réflexions qu'on avait, qui étaient habituelles, etc. Et c'est de se dire un petit peu comment on va réorienter tout ça. Avec des coûts... Alors, c'est la fameuse loi d'Augustine. Alors, Augustine, vous savez, Augustine, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Moi, j'ai eu l'opportunité de le voir une fois. C'est Norman Augustine, l'ancien PDG de Marietta, devenu ensuite très haut placé chez Lockheed Martin, qui a occupé je le répète souvent, qui a occupé pas mal de fonctions dans les appareils de défense américains, qui a fait un certain nombre de lois, je crois qu'il y en a 82. Oh, il y en a beaucoup, et puis alors qui sont toutes, la plupart sont à hurler de rire. Oui, vous avez celle... on peut en citer quelques-unes, là. Ouais, il y a une époque où je faisais un calendrier de l'avant des lois d'Augustine, mais dont une qui est la plus célèbre, et c'est la loi 16. La loi 16, la plus citée, qui dit que le coût d'acquisition, enfin le coût de fabrication des avions, puis des équipements d'une manière générale étant tellement exponentiel que, à l'horizon, je ne sais plus, 2054, il y aura là, les forces armées américaines n'auront plus qu'un seul avion, que devront se partager l'Air Force et 3 jours et demi par semaine. Et la Navy. Et les Marines pourront l'avoir un week-end sur deux. Oui, le jour supplémentaire de la Navy Sextile, en général, c'est ce qu'il disait. Oui, vous avez plusieurs lois, mais alors c'est des lois qui n'ont rien à voir avec l'aéronautique. La plupart n'ont rien à voir. Oui, un chasseur de lion qui vit longtemps n'est pas paresseux. Si vous avez de l'argent pour faire de la publicité, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de publicité. Enfin voilà, des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui, enfin, je n'ai pas rencontré, Enfin, vous voyez que c'est un esprit qui pétille, enfin qui est toujours en activité, qui est assez impressionnant. Et donc en fait, il y a un petit peu cette logique effectivement où on se dit. Alors cette loi a été vérifiée en 2010. C'est un The Economist, vous savez, le fameux journal britannique libéral avait commencé à regarder si cette loi était toujours valide. Elle avait été énoncée au XXe siècle. Effectivement, elle était toujours valide en 2010. Et donc, à ce moment-là, les Américains se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de casser cette loi? Parce qu'on va vraiment avoir un problème. Et vous aviez l'exemple de ce qui se passait dans l'industrie spatiale. C'était en fait où on commençait à donner une part du développement de certains matériels au secteur privé. On s'est dit, tiens, ça serait pas mal de faire la même chose dans l'aéronautique. Et pourquoi pas essayer de développer des drones, etc., les donner au secteur privé, les associer aux aviations de chasse. Et puis comme ça, on pourra avoir de la masse. Et puis en même temps, on garde finalement cet avion de chasse qu'on est capable, nous, en tant que structure étatique associée à certains industriels de développer. Et donc progressivement, il y a des réflexions qui ont commencé à émerger. Vous rajoutez là-dessus tout ce qui est intelligence artificielle. Et c'est là où on en arrive aujourd'hui à finalement à cette espèce de ce qu'on appelle remote carrier en France, ou les CCA en Amérique, c'est-à-dire ce sont des drones qui vont un petit peu accompagner ces avions. Et qui vont être en quelque sorte, c'est un petit peu, alors on parle souvent de quarterbacks, c'est-à-dire vous avez l'avion qui est là, qui va lancer ses drones pour effectuer différents types de missions. Effectivement, ça commence à changer beaucoup de choses, puisqu'on n'est plus aéronef contre aéronef, et d'un coup, tous les différents objets qui s'opposent à vous, vous pouvez imaginer qu'il y aura un drone qui sera peut-être capable de remplir un rôle pour essayer, en tout cas, de le diminuer ou de le détruire. Et donc ça, c'est quelque chose qui commence un petit peu à changer un petit peu dans la réflexion globale de la guerre aérienne. On voit que c'est tout doucement... Alors les Chinois ont le XH-59, je crois, qui sont en train de développer, donc ils ont leur propre drone. Les Américains développaient le Valkyrie. Comme vous savez, en France, on a eu un prototype, enfin
un expérimentateur, je ne me souviens plus du nom exact, mais enfin c'était le Neuron, etc. Avec donc un Rafale F5 qui devrait avoir justement ce drone qui est associé et qui devrait être lui furtif. Donc vous voyez que la France arrive aussi dans le champ de la furtivité, etc. Et ça a une horizon, on va dire, d'une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Effectivement, on commence à avoir donc ces idées d'un petit peu de saturation qui commencent à arriver. Le problème, c'est de savoir finalement est-ce que ces drones vont pas coûter aussi très cher et combien on pourra en avoir, etc. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver finalement à développer ces nouvelles machines à un coût qui soit raisonnable pour pouvoir justement retrouver cette masse et pour pouvoir un petit peu challenger tous ces différents défis que vous avez aujourd'hui dans la guerre aérienne moderne. Ça, bon, puisqu'on arrive un peu à la France, vers qui est la dernière partie de l'étude, on peut dire que c'est un des trucs un peu centraux au sujet de la France, c'est le fait qu'on a fait le pari du très haut de gamme pour plein de raisons. Alors c'est vrai pour les chasseurs, c'est vrai pour les drones. Le drone dont on parle, c'est un drone extrêmement haut de gamme, ce qui n'est pas forcément l'option qu'ont choisi tout le monde, y compris les Américains. C'est vrai aussi, l'étude mentionne pour les missiles. C'est des missiles, on a des missiles qui sont extrêmement performants, mais qui sont aussi extrêmement chers. Et donc, se pose vraiment une question avec des systèmes de défense anti-aérienne qui sont redondants, qui sont larges, etc. Bon, est-ce que avoir toujours le haut du panier, mais qui coûte extrêmement cher, ça a toujours du sens ? Et en gros, ce que dit l'étude, c'est qu'on manque d'un mix high-low, c'est-à-dire des trucs à très haute valeur ajoutée, et aussi des choses qui valent moins cher, et ça, on n'en a pas vraiment. Oui, alors, en fait, il faut revenir à la définition d'un avion de chasse. Pourquoi on choisit un avion de chasse plus qu'un autre ? Alors, vous avez tout à fait raison sur ce problème. Dans cette étude, en fait, ce qu'a fait Adrien, c'est qu'il s'est mis un petit peu à la place du pilote, si vous voulez, qui est dans sa zone de combat, etc. Et puis de voir, compte tenu de tout ce qui est en train d'arriver, comment on pourra faire évoluer les choses pour qu'il soit le plus à l'aise. Donc c'est une espèce d'approche bottom-up. Ce qui est essentiel dans un avion de chasse aussi pour comprendre, c'est l'approche top-down. C'est en fait pourquoi on va développer un avion de chasse. Et si vous voulez, à un moment, le politique va rentrer dans l'affaire et va aussi avoir son mot à dire qui est essentiel. Politique, qu'est-ce qu'il veut quand on développe un avion de chasse ? Alors notamment en France. Ce qu'il veut, c'est avoir une autonomie stratégique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une mission qui est essentielle. Et je renvoie au dernier Vortex numéro 6 sur tout ce qui est composante aérienne nucléaire. 500 très bonnes pages là-dessus. Mais en fait, vous allez développer d'abord un avion de chasse pour qu'il puisse assurer la mission nucléaire de pénétration. Et ça, c'est quelque chose qui est, si vous voulez, essentiel. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'avion de chasse qui peut le faire, votre avion de chasse, le politique va vous demander « mais pourquoi vous développez ça, au fait ?» C'est pour vous faire plaisir dans les campagnes aériennes, etc. Moi, ce que je veux, c'est ça. Donc ça impose. Et l'armée de l'air française, enfin plutôt Dassault, ont développé des avions qui étaient vraiment spécifiques, le Mirage 4, qui d'un point de vue technologique est une merveille. Enfin, je veux dire, dans les années 60. On a développé le Mirage 2000, qui était un des seuls avions à avoir un suivi de terrain. Et je vous parlais tout à l'heure de TGV, TBA, qui était vraiment capable de le faire. Aujourd'hui, on a développé le Rafale. Ça, on peut dire que c'était des avions qui étaient capables de faire du RAS-mode d'une manière quasiment automatique avec un radar qui suivait le terrain et qui permettait d'éviter les collisions. Et c'était extrêmement bien. Et l'idée, la projection, c'était le raid nucléaire en très basse altitude. Voilà, il faut aller détruire Moscou, je sais pas quoi. On va passer en RAS-mode par l'oral et c'est comme ça que ça passera. Voilà, l'idée finalement c'est de préparer le grand soir, c'est-à-dire d'être capable aujourd'hui de mener un raid nucléaire et d'arriver aux objectifs qui sont souhaités. Et comme donc ça, il y a les exercices poker qui régulièrement justement valident un petit peu les idées. Et l'idée, c'est d'avoir un avion qui permette de le faire. Donc quand on calibre son développement capacitaire, son avion là-dessus, évidemment, tout a tendance à coûter un peu cher et c'est difficile de mettre du consommable à très bas prix dessus. C'est l'assurance vie de la nation. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe, ça prend des budgets qui sont importants, mais c'est l'assurance vie de la nation. Peut-être que pendant 30 ans, les gens ne voyaient pas forcément l'intérêt. Récemment, l'actualité a montré que c'était peut-être... tiens, on a ça, c'est pas mal finalement. Donc voilà, bon, c'est un sujet qui est éminemment politique, etc. Ce sont des choix de défense qui sont faits, qui sont éminemment politiques, mais qui ont une influence, on va dire, sur tout simplement l'arsenal de l'armée de l'air, parce que l'armée de l'air, il faut qu'elle fasse cette mission. Et donc le Rafale le permet de le faire, mais si vous voulez, un avion de chasse, c'est quelque chose qui évolue constamment. Puis de tout temps. Prenez le Spitfire, vous avez le Spitfire 1, ça se termine au Spitfire Mark 24, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez des versions, etc. Donc c'est pareil avec le F-35, voilà, vous avez différentes standards qui sont mis en place. C'est pareil avec le Rafale, et donc justement le standard 5 devrait permettre d'avoir le nouveau
le missile nucléaire, et aussi d'avoir cette espèce de drone en avant qui permettent de faciliter cette pénétration. Donc vous avez ça. La deuxième mission qui est imposée, c'est évidemment la protection du territoire. Donc le Rafale a beaucoup de points d'emport, etc. Il arrive à le faire, en sachant que l'armée de l'air a fait le choix de la polyvalence. Dans les années 80, c'était un choix qui est assumé, mais par exemple pour des armées de l'air très riches, comme l'armée de l'air américaine, par exemple, il y avait une différenciation. On a pris un avion de supériorité aérienne, avant il y avait le Fantôme, après c'est le F-15. C'est un truc, mais c'est impressionnant. Je me suis aligné à côté d'un F-15, je levais la tête, quoi. Et puis j'étais poli, du coup. Donc, mais c'est quelque chose qui est impressionnant, bardé de missiles, etc., qui est là, et puis qui regarde la situation, et puis qui balance les bûches, voilà. Bon, et puis bon, voilà. Donc, vous apprenez à être poli. C'est quoi, vous étiez un Jaguar ou... Non, un CR d'abord, Mirage F1 CR. Moi, je suis un pilote de reco, initialement. De reconnaissance. Ouais, pilote intelligent, on les appelait. Bon, ici, c'était il y a longtemps. Mais donc, ouais, j'étais un... Bon, mais donc le Mirage et le F-15, c'est pas tout à fait la même dimension. Non, enfin, ce jour-là, clairement, c'était pas la même dimension. Et je dis pas que je pourrais passer sous le F-15, non, ça serait peut-être exagéré. Mais enfin, bon, clairement, oui, il fallait lever la tête pour voir le pilote. Et donc, vous avez ces avions un petit peu de supériorité aérienne, et vous avez ces Tylo Mix où ils le font avec des avions qui sont beaucoup plus manœuvrants, avec le F-16, etc., avec des discussions qui ont été, enfin, je veux dire, des querelles qui ont été infinies à cette époque pour savoir. Vous avez des Américains qui développent le F-16 qui disent, mais la furtivité, c'est de la connerie, ça coûte cher, donnez-nous plein d'avions qui sont manœuvrants, etc., on y arrivera. Donc, enfin, je veux dire, il y a des débats partout. Et du coup, les Américains étant les Américains, ils ont tout fait. Donc, ils avaient des F-16 très manœuvrants, et puis ils ont des F-22 qui maîtrisent tout le ciel. Et puis alors, ils ont les F-22 et le F-35 aujourd'hui. Ils ont aussi des bombardiers. Pendant que ils sont le B-2, mais ils développent le B-21. Donc, l'armée de l'air américaine, c'est l'armée de l'air à part. Si vous voulez, je crois que j'avais lu une époque, le budget de l'armée de l'air américaine, c'était le budget de l'éducation française, nationale en France. Bon, nous, je sais pas, donc l'équivalent, on a peut-être, nous, le budget, l'armée de l'air a peut-être le budget des maternelles, j'en sais rien, mais voilà, donc il faut en être conscient, c'est tout, et puis on faut se dire, finalement, on y arrive pas mal, parce que d'un point de vue politique, qu'est-ce qui va compter, finalement, avec cet avion de chasse? C'est d'avoir cette autonomie stratégique, et donc avec une montée en gamme qui va permettre de faire cette mission qui est l'assurance vie. Et d'autre part, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de développer des partenariats stratégiques, parce que cet avion, il est éminemment politique, parce que quand vous vendez un avion de chasse... Les partenariats stratégiques, ça veut dire le vendre, mais quand on vend un avion, on ne vend jamais que l'avion, il y a aussi toute une relation qui va avec. Exactement, vous n'allez pas vendre des frigidaires ou un congélateur, c'est quelque chose où l'État, à partir du moment où il s'associe à la France pour assurer sa défense, va demander un suivi. Et donc, en fait, les problèmes de cet État, quelque part, vont probablement devenir les vôtres. Et c'est aussi un mode de financement du développement des avions. C'est-à-dire, si c'est simplement la France qui achetait l'avion, les prix exploseraient. Alors qu'à partir du moment où vous pouvez justement le vendre à l'extérieur. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de savant mélange de compromis, etc. Vous avez à la fois des inputs des pilotes, et c'est bien normal, tout le monde rêve de conduire une Ferrari, et puis vous avez aussi des inputs politiques qui sont essentiels, et si on ne tient pas compte de ces inputs politiques, le gars, il n'aura pas de Rafale, il n'aura rien du tout. Donc il faut mélanger un petit peu tout ça pour arriver un petit peu à voir la situation dans laquelle on est. Il reste que si on regarde la situation dans laquelle on est, et si on sort une seconde de cette logique politique, voilà, il y a des vrais trous capacitaires, enfin, trous capacitaires, c'est peut-être trop dire, en tout cas... trou de capacité sur certains segments. On peut mentionner par exemple le SEAD, donc la suppression des défenses aériennes ennemies, on l'étude dit très bien. Bon, tout le monde avait un peu lâché l'affaire. En vrai, il n'y a que les Américains qui n'ont jamais lâché, qui ont toujours des missiles anti-radar extrêmement performants, etc. Bon, tout le monde a un peu laissé le dossier de côté, content de pouvoir pas investir surtout tout le temps après la fin de la guerre froide. Et voilà, il se pose des questions pour la France, la furtivité. Bon, la France s'est pas lancée sur la furtivité. Non, c'est un fait. Oui, tout à fait. La suppression des défenses aériennes ennemies, la France s'est pas un peu arrivée en retrait, alors qu'il y avait ce missile S-37 Martel qui fonctionnait. Oui, enfin bon. Qui a eu une fonction. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Mais qui a été retiré dans les années 90, il me semble. Oui, c'est ça, les années 90. Il n'y a pas eu de successeur, quoi. Non, il n'y a pas eu de successeur. Il y a la question du brouillage offensif, qui est aussi en retrait. Voilà. La défense solaire, sur laquelle on a remis un petit coup récemment, mais la défense solaire, manifestement, elle était en retard encore il y a quelques mois. Tout à fait. Voilà, c'est l'idée que dans tout ça, bon, il y a quand même des cases qui ont été un peu abandonnées,
ou raté, et que maintenant, ce serait bien d'y repasser. Alors le truc qui a fait polémique, évidemment, c'est la question de la furtivité, parce que c'est un sport national en France de dire du mal du F-35, et à bon droit, et depuis quelques semaines, quelques mois, on a des munitions supplémentaires. Et que donc tout le monde s'est dit, ah, c'est une étude qui dit que le Rafale est pourri par rapport au F-35. C'est pas du tout ce que dit l'étude. Non, c'est Par contre, il est vrai, mais c'est un truc qu'on n'a pas attendu l'étude pour le savoir, que en face à face, un Rafale contre un F-35 avec toutes leurs armes et toutes leurs capacités, le Rafale, il devient son et lumière assez rapidement. Mais ouais, disons que c'est un peu la science du combat aérien. C'est-à-dire, si vous allez dans le domaine de confort de l'avion d'en face, vous êtes mort, quoi. C'est ça. Et ça, voilà, c'est vraiment une des premières choses qu'on apprend quand on est pilote de chasse. Tu vas te battre contre qui ? Surtout, ne va pas là, parce que l'avion va être supérieur, etc. Donc, au cours des conflits, au cours des combats, les pilotes apprennent certains trucs. Mais je veux dire, c'est une question centrale, puisque le F-35 et le Rafale sont dans le même camp. Donc, pour savoir les performances comparées, il faut faire des exercices. Et ensuite, se pose la question qui est centrale, mais comment on fait l'exercice ? Quels sont les paramètres qu'on met dans cet exercice ? S'il y a tous les avions de guerre aériens, s'il y a tous les armements, etc., ah oui, le F-35, etc. Et inversement, on peut faire un exercice complètement malhonnête de l'autre côté, en dogfight à moins d'un kilomètre, oui, le Rafale a des arguments à faire valoir contre le F-35. Donc la question, c'est pour des avions qui ne se rencontreront jamais dans le pré un dimanche matin, comment est-ce qu'on fait l'exercice pour mesurer l'un à l'autre ? Voilà. L'idée, c'est d'être malhonnête. Vous avez tout à fait raison. C'est des caractéristiques d'un bon pilote de chasse, c'est d'être le plus malhonnête possible. Enfin, je plaisante un petit peu. Non, la guerre aérienne, ça va pas être un combat des 30. C'est les 30 chevaliers français qui rencontrent les 30 chevaliers britanniques. Avec des Bretons au milieu, donc en Bretagne, etc. Et top chrono, on y va, on se tape dessus, et puis on voit à la fin qui a raison, qui avait tort. Encore une fois, je vous dis, alors bon, on va le dire clairement, depuis que je suis à la maternelle, je sais que 5, c'est supérieur à 4 ou 4,5. Donc voilà, c'est des avions qui parlent leur furtivité. Des générations. Oui, voilà, tout à fait. Bon, ce sont des avions qui, par leur performance, effectivement, ont des qualités que le Rafale n'a pas. Ça ne veut pas dire que Dassault... Il faudrait s'inquiéter d'ailleurs s'ils sortent un avion 15 ans après le Rafale et qu'il n'est pas un peu meilleur, qu'il n'est pas un peu plus avancé technologiquement. Mais encore une fois, la réponse que va vous donner l'armée de l'air, on n'a pas pris la furtivité, parce que ça coûtait très cher. Effectivement, quand vous pensez furtivité, les prix sont beaucoup plus élevés. Regardez le nombre, par exemple, de F-35 qui sont dans les armées de l'air danoises, etc. Le nombre d'escadrons est en train de réduire, etc. Les Danois, je crois qu'ils ont acheté 2 fois moins de F-35 qu'ils avaient de F-16. Oui, c'est ça, voilà, vous avez une réduction. Loi d'Augustine, pure loi d'Augustine. Oui, tout à fait. L'entretien coûte cher. L'heure de vol coûte plus cher. Donc voilà, on parlait tout à l'heure de l'importance de la masse. Donc encore une fois, c'est des compromis. Vous allez peut-être être tout en haut de la pointe de tungstène, mais voilà, est-ce que vous aurez l'épaisseur qu'il faut ? Ça ne veut pas dire que l'armée de l'air demande régulièrement de pouvoir augmenter son format, parce que c'est assez compliqué pour elle, mais donc on imagine, si on avait des avions par exemple qui étaient furtifs aujourd'hui, ça serait peut-être encore un peu plus compliqué pour elle d'assumer toutes ces missions. Encore une fois, l'idée, c'est dans une dizaine d'années d'avoir quelque chose de furtif qui puisse un petit peu jouer avec tout ça. Que ce soit le SCAF, alors ça ne sera pas dans une dizaine d'années, soit au moins cet effecteur déporté, le drone qui ira avec le Rafale F5, qui pourra aller faire le furtif devant pendant que le Rafale reste non furtif un peu derrière. Voilà, c'est ça. Donc, qu'il y a avoir quelque chose devant. Alors, ce qui va être intéressant, c'est quand vous avez 2 avions furtifs qui se rencontrent, qu'est-ce qui se passe ? Ils se rentrent dedans. C'est un risque. C'est un peu ce que disait Adrien dans son étude, en disant, voilà, c'est une espèce de combat entre sous-marins, on se voit pas. Alors, il y a des choses qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire, la furtivité, elle est... Bon, le F-35, oui, elle est vraiment furtif. Mais on parlait du J-20, etc. C'est-à-dire, vous avez... et c'est peut-être une nouvelle... un des nouveaux motos du combat aérien, c'est-à-dire en fait le combat va devenir aussi géométrique. C'est-à-dire que vous pouvez être très furtif dans certaines configurations, un petit peu moins quand vous êtes de côté ou des choses comme ça. Donc toute l'idée, ça a été d'essayer de développer des nouvelles tactiques pour essayer de voir où on est moins furtif, pour essayer de s'approcher de tout ça. Mais
En fait, ce que disent les chefs de l'armée de l'air quand on parle de furtivité, eux parlent de survivabilité. Non, c'est pas un mot très beau, survivabilité. Voilà, vous regardez un petit peu tous les comptes rendus des auditions parlementaires, etc. Ils disent, ok, on n'est pas furtif, mais néanmoins, nous, ce qu'on a essayé de développer, c'est cette survivabilité. Et ça renvoie à ce que je vous avais dit, tout ce qui est TGV, TBA, avec une autoprotection quand même assez importante, etc. C'est-à-dire que peut-être qu'on nous verra d'une manière ou d'une autre, mais on devrait pouvoir réussir à échapper à la menace. Alors l'idée, c'est de passer justement tous ces lobes de missiles, etc., et d'avoir des munitions qui sont stand-off et qui permettent quand même de tirer à distance et puis de détruire les objectifs qu'on veut. Voilà, c'est un petit peu le domaine. Ça ne veut pas dire qu'on reste figé, encore une fois, il y a cet horizon qui permet d'arriver à cette furtivité. Mais oui, mais la furtivité change beaucoup de choses. Alors maintenant, mais encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on ne pense pas la guerre F-35 contre Rafale, on pense la guerre F-35 et Rafale. C'est-à-dire les deux sont associés. On va prendre ce qu'il y a de mieux des deux pour essayer justement de commencer à détruire la cible, pour commencer à détruire les avions, etc., etc. Et chaque avion va monter en gamme, etc., et apporter encore plus de capacité aux uns et aux autres. Donc oui, la furtivité, c'est quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, il y a des moyens de la combattre. Et même chez les Américains, chez certains Américains, il y a quand même des interrogations. Alors, Gollum cite 3, je crois, il y a 3 manières un petit peu dont on envisage le combat. C'est le nom de code du capitaine, du colonel Adrien Gormans, qui a écrit l'étude. Que nous saluons bien bas. Ouais. Et donc, il parle... D'abord, il y a une première... Je précise que les noms de code ont toujours un lien avec le nom de famille. Alors là, en l'occurrence, c'est Gollum, Gormans, c'est sa passion pour le Seigneur des Anneaux. Mais vous, c'était quoi déjà ? Non, c'était Léon. C'était Léon, parce que Noël, Jean-Christophe Noël. Ouais. Ça m'était donné en arrivant en escadron par un pilote qui est malheureusement décédé, que j'adorais. Mais... Enfin voilà, bon, donc, oui, c'est vrai que je suis plus connu souvent sous le nom de Léon que Jean-Christophe Noël. Mais donc oui, je vous parlais, il évoque 3 cas qui sont assez intéressants. C'était en fait, la furtivité, elle est faite pour certains types d'ondes radar. Et donc, quand vous variez la fréquence des ondes radar, d'un coup, votre furtivité tend à diminuer. Donc, vous pouvez commencer à espérer repérer certains mobiles grâce justement au changeant d'onde. Alors, le problème, c'est que vous n'aurez pas forcément des solutions de tir, mais vous opérez un peu mieux. Il y a aussi tout ce qui est un peu triangulation, on va dire. Vous utilisez différents radars, vous profitez justement de ces différents aspects géométriques. Vous avez tout ce qui est optronique, aussi qui est important, puisqu'aujourd'hui les avions de chasse sont des moyens de voir, pas forcément, mais simplement de voir beaucoup plus loin avec de l'infrarouge, etc., de détecter des cibles. Bon ça, c'est ce qu'avait dit un amiral peut-être peu favorable à l'F-35, il disait à partir du moment où vous avez un mobile, il va forcément émettre des choses. Et donc, c'est à vous de voir quels signaux il émet, les signaux de chaleur, de visibilité, etc., pour les voir. Il y a quelque chose qui est... Et ça, on peut mentionner le F-35 qui n'est pas du tout furtif à l'infrarouge. Hein. C'est un radar. Très, très gros qui en plus est souvent en post-combustion. Donc, enfin bon, ça à l'infrarouge, ça fait une grosse torche. Hein. Et pour en avoir parlé avec des Américains, ce qui leur fait un petit peu peur aussi, c'est en fait, à partir du moment où il va y avoir des constellations de satellites un petit peu partout. C'est-à-dire que ces constellations vont commencer à pouvoir regarder vers le bas et détecter des choses, détecter des mobiles, etc. Et certains disaient, voilà, là on est tranquille pour une dizaine d'années, mais dans une dizaine d'années, on ne sait pas comment tout ça peut évoluer. Est-ce qu'on va être capable de couvrir un petit peu le ciel pour découvrir un petit peu où sont ces mobiles, etc. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui renvoie un petit peu à ce que je vous disais au début, hein, c'est-à-dire, pour abattre un avion, c'est bien de ne pas être vu. Donc évidemment, la furtivité rentrait là-dedans. Pour casser du solaire, c'est bien de ne pas être vu. Donc il y a une vraie réflexion, il y a une vraie cohérence. Après, il y a certaines interrogations qui dépendent des technologies, de l'évolution des technologies, etc. Ça passera peut-être pas, mais en tout cas, voilà, comme on dit en anglais, the jury's still out. Et donc, voilà, chacun essaie avec ses propres moyens, avec ses finances, de développer ses propres solutions, même si, voilà, effectivement, je préfère avoir une McLaren à une Toro Rosso, parce que, voilà, c'est ce qui permet d'avoir le maximum, d'optimiser au maximum tout ce que vous avez, plutôt que, voilà, avoir des choses qui sont un petit peu moins performantes, etc. En plus d'avoir un bon pilote dedans. Vous êtes plus McLaren que Dacia. Non, je suis Ferrari, moi. Mais bon. Bon, bref. Maranello. Non, mais alors le problème, c'est que quand on a les Dacia et pas les McLaren, et que pareil, on n'en a pas assez. Non, mais je plaisante. Mais Non, mais c'est le problème, en fait. Il y a un truc central, enfin, je veux dire, ce qui a fait polémique, c'est l'histoire du F-35, assez largement. Mais je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus, disons, corrosif dans l'étude. Je pense qu'il y a un truc qui est la toute fin, il y a la question de la masse. Il y a la question de la masse et de l'entraînement pour l'armée de l'air française,
qui est une vraie question qui est posée. Alors c'est des trucs, encore une fois, c'est pas un scoop, hein, on le savait, mais le fait que, déjà les avions, il n'y en a pas assez, il y avait un objectif 2035 de 100 chasseurs, on n'y sera sans doute pas. Hein. Oui, il y a eu l'annonce du président de la République à Luxeuil pour dire voilà, on allait rouvrir un escadron de Rafale supplémentaire. Bon, quand on parle de Dacia, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, ce qui a surpris certaines personnes, si vous voulez, c'est un peu Raoul Wolfoni, quoi. C'est-à-dire, on était en paix, tout le monde chantait, avec la crack-boom, le bourre-pif dans la figure. Donc, alors bon, on n'a pas fait une ordonnance, on n'a pas fait l'ordonnance sévère, etc. Mais ce qui a un peu surpris les gens, c'est de dire, par exemple, vous avez un article de Jean-Dominique Merchet qui parle de déclassement de l'armée de l'air. L'armée de l'air n'avait pas forcément l'impression d'être déclassée. Je veux dire, dès que ça a explosé en février 2024, on envoyait tout de suite des avions le long de la frontière de l'OTAN, etc. 2022. Oui, même 2022, le temps passe vite. On a envoyé des avions tout de suite qui sont capables de tenir la dragée haute aux avions russes, en fait, parce qu'on est dans des logiques qui sont un petit peu similaires. Alors on ne se tire pas dessus, mais on s'observe de loin. Oui, on se frotte, disons que quand ils voient les Rafales, ils approchent moins. Oui, non, mais on se renifle, voilà. Et puis bon, voilà, vous avez comme des capacités en stand-off qui peuvent être encore une fois améliorées, il n'y a aucun problème, hein, c'est sûr. Après, vous avez effectivement ce problème de masque qui est général, et encore une fois, c'est un des gros problèmes qu'ont aujourd'hui tous les aviateurs dans le monde. Enfin, vous allez lire ce qui se passe en Amérique, hein, c'est extraordinaire, parce que vous avez l'impression que c'est l'armée de l'air du Bangladesh. Hein. Ah, on a des avions, ils datent d'il y a 40 ans, c'est des cellules d'il y a 50 ans, mais qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, les Chinois, ils sont en train de s'armer, etc. Ah, mais ma bonne dame, enfin, il faut remettre en route les chaînes du F-22, etc. Donc, regardez l'armée de l'air indienne, le gars dit, vous me promettez un avion depuis des années, moi je ne vois toujours pas voler. Enfin, je veux dire, vraiment, vous écoutez tout le monde, c'est une catastrophe. Donc, tout le monde a vraiment ses problèmes. Mais effectivement, il y a ce problème de la masse, on revoit le retour de l'attrition. Il y a un problème derrière la masse, mais dont on a déjà parlé quelques fois à ce micro, mais qu'il faut rappeler, qui est qu'il y a un problème d'équipement. Il y a un vrai problème d'équipement, c'est-à-dire les Rafales, on peut en avoir 200, mais si on peut en faire voler que 20, en même temps, parce qu'il y a des équipements qui se partagent, que ce soit les pods de désignation laser, certains radars, etc. Bon, en fait, c'est des équipements. S'il n'y en a pas un par avion, l'avion, il ne vole pas bien. Donc, il y a une question, pareil pour les munitions. Il n'y a pas assez de munitions. C'est pour des scénarios de haute intensité. Donc, en fait, il y a un truc c'est bien de compter les Rafales, c'est bien aussi de compter les Rafales bons de guerre, prêts à voler, etc. Et ça, je veux dire, ça, c'est dans l'étude, et c'était déjà ailleurs, et c'est peut-être un truc sur lequel il faut se concentrer un peu plus que sur savoir si le Rafale était furtif ou pas, ce qu'il n'est pas, et tout le monde le savait. Non, mais tout à fait, il y a ce problème. En fait, c'est l'épaisseur. C'est l'épaisseur. Clairement, il y a eu des études de l'IFRI, qui, notamment après la dernière LPM, disaient voilà, on est en train de reproduire un espèce de modèle bonsaï. On est capable un petit peu. On a énormément de capacités, énormément de techniques, mais ce qui nous manque, c'est l'épaisseur. Bon, je crois que tout le monde en a pris conscience. Je pense qu'il y a des éléments qui sont. Je ne sais pas si tout le monde en a pris conscience, parce que le truc, c'est là, les dimensions que je viens de citer, elles sont invisibles pour les gens qui ne sont pas dans les armées ou qui ne sont pas dans l'appareil de défense français. C'est pour ça d'ailleurs que ça manque, c'est parce que ça ne se voit pas. Donc c'est beaucoup plus facile de renier ces budgets-là que de dire qu'on aura 15 Rafales de moins. C'est ça le truc. Mais encore une fois, il y a des priorités qui sont données. Il y a des priorités, par exemple, à tout ce qui est nucléaire. Le nucléaire fonctionne bien en France. Tout ce qui est nucléaire va très bien fonctionner en France parce qu'on va donner la priorité dessus. Donc forcément, des fois, il y a des choses qui sont un petit peu laissées de côté parce qu'encore une fois, c'est l'assurance vie. Donc on va privilégier le nucléaire, c'est quelque chose qui va assez bien fonctionner si on en croit les résultats des exercices poker, etc. Qu'il y a ce manque d'épaisseur, enfin je veux dire, oui, personne ne peut le nier. Bon, il y a des éléments qui sont correcteurs en ce moment. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va pas suffire? Est-ce qu'il faudra aller plus loin? Ça va dépendre de l'évolution, je pense, de la situation internationale. Voilà, bon, c'est des sujets effectivement qui sont pointés dans l'étude, qui sont connus. Bon, ça rajoute une couche. Voilà. Moi, je pense qu'il est intéressant, c'est encore une fois, c'est de penser cet avenir du combat aérien. Et on voit des choses. Moi, c'est comment on va essayer d'intégrer l'IA. C'est comment on va essayer d'intégrer justement cette masse pour redonner cette épaisseur, parce que ça va en faire partie. Et puis c'est la place de l'homme là-dedans, en fait, qui va être aussi intéressante, parce qu'on n'en parle pas du tout, mais enfin, bon, alors, on se projette, c'est pas forcément dans l'étude, mais je suis pas sûr que, si vous voulez, on arrive au stade ultime avec cette espèce d'avion piloté, et puis ces drones qui sont un petit peu tenus par une laisse tout autour. C'est-à-dire, je pense que l'avenir en suivant, on va parler peut-être d'avions de 6e, voire 7e génération, mais c'est d'avoir finalement une certaine
des flottes autonomes de drones, tout simplement, qui seront capables d'agir, etc. Vous avez des choses qui commencent à bouillonner. Vous savez, il y a eu cette fameuse expérience avec l'intelligence artificielle. Vous avez mis une intelligence artificielle contre un pilote, les deux se sont battus. Et puis, le pilote, à chaque fois, il est sorti avec les fesses rouges, quoi. C'est l'intelligence artificielle l'a battu. Alors, effectivement, on a des conditions de pression, de température, etc., qui sont parfaites. Donc, ça serait beaucoup plus compliqué dans la vie réelle. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette intelligence artificielle ? Quand elle sera au niveau, parce qu'on n'est pas non plus là, on n'est pas là, c'est compliqué de mettre l'intelligence artificielle dans un avion, parce que ça consomme énormément d'énergie. Donc, où vous allez fournir cette énergie ? Combien de temps ça va chauffer ? Comment vous allez faire ? Il y a énormément de problèmes. Mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se dessiner, qui pourrait justement bouleverser un peu cet agencement entre l'avion piloté, les drones, etc. Quelle autonomie donner à cette intelligence artificielle ? Et je pense que moi, si vous voulez, l'avenir un petit peu de ce combat aérien, ça va être la place de l'homme sera toujours là, il sera toujours importante, mais je pense qu'on va dédier de plus en plus de tâches de manière autonome à tout ce qui est drone et intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est en 2030, en 2050 ou en 2070, mais je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Il faudra voir un petit peu le pilote comme une espèce de berger d'un espèce de différentes bêtes, etc. Vous allez envoyer certaines bêtes dans un coin, peut-être pour faire une mission. On parlait par exemple de tout ce qui était CID, etc. Et bien vous allez envoyer les gars là-bas, et vous dites, si vous voyez quelque chose qui ressemble à un radar, si vous voyez quelque chose qui émet comme un radar, etc., et bien vous avez l'autorisation de manière autonome de le détruire. Et puis moi je vais me concentrer sur ce qui est vraiment très important. Et je pense que ça va être vraiment un des éléments qui va être fondamental au XXIe siècle et même plus tard, c'est cette articulation entre l'homme et l'intelligence artificielle, à travers la médiation de drones ou d'autres choses, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va, je pense encore une fois, qui va être vraiment très important, dont on ne parle pas forcément, mais qui va déterminer l'avenir du combat aérien. C'est une très bonne conclusion, large et ambitieuse, etc. Et on n'est pas du tout arrivé au bout, ni au milieu, ni même à 30% de cette étude qui est extrêmement riche et qui est, je le répète, je le mettrai en lien, mais qui est en libre accès sur le site de l'IFRI et qui est extrêmement pertinente pour ce qu'elle dit du paysage aérien mondial à l'heure actuelle, et puis aussi avec des choses très précises et des recommandations très affûtées sur ce que peuvent faire les armées françaises aujourd'hui, demain, à l'horizon tout de suite, et puis aussi à l'horizon 10-15 ans. Pour terminer, j'ai retrouvé ma préférée des lois d'Augustine, c'est la numéro 35. Moins on a de données pour appuyer des conclusions, plus il faut les détailler pour avoir l'air précis. Merci beaucoup Jean-Christophe Noël. Merci beaucoup. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail, sur les réseaux sociaux, sur les outils, notes, commentaires, tout ça, sur les outils d'Apple Podcast, de Spotify ou de YouTube, où les émissions sont en vidéo. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.